Ce chapitre sur les aberrations chromosomiques et la polyploïdie. Donc, comme je vous l'avais dit au début, donc il y a une partie qui est consacrée à l'étude des aberrations numériques, c'est-à-dire la polyploïdie, euh, l'aneuploïdie et tout ça, donc tout ce qui est en relation avec le nombre de chromosomes. Et il y a une seconde partie qui sera consacrée, bien sûr, aux altérations dans la structure des chromosomes. D'accord? Donc, ce qui sont aussi des aberrations chromosomiques. Donc, les principales catégories de variations structurales des chromosomes, ils sont au nombre de quatre. Donc, il y a la délétion ou bien la déficience, il y a la duplication, il y a l'inversion et il y a la translocation. Donc, je vais essayer de vous donner quelques notions sur ces phénomènes d'altération structurelle. Voilà. Donc, on commence par la délétion. Donc, la délétion, c'est quoi en fin de compte? C'est la perte d'un fragment chromosomique, donc terminal, donc, ou bien dans une partie moyenne du chromosome. Donc, vous allez perdre un fragment, soit à l'extrémité du chromosome, ou bien dans la partie moyenne. Donc, si vous prenez l'exemple du chromosome là en bas, le chromosome blanc, il présente une délétion de la région CDE. Donc, c'est-à-dire que vous le trouvez avec les gènes ou bien les loci, grand A, grand B. Vous ne trouvez pas CDE et vous trouvez F. Donc, c'est-à-dire qu'il présente une délétion de la région CDE. Le chromosome normal, c'est le chromosome noir. Donc, il présente tous les gènes A, B, C, D, E et F. Donc, comme vous le remarquez ici, lors de l'appariement d'un chromosome normal avec un chromosome qui présente une délétion, parce que l'appariement il se fait entre chromosomes homologues, donc entre régions homologues. Vu que cette région-là, CDE, n'existe plus dans le chromosome qui présente la délétion, bien sûr, il y a une formation d'une boucle dans le chromosome normal pour se débarrasser de cette partie-là, puisque l'appariement se fait entre des séquences homologues. Et par conséquent, on doit bien sûr avoir la formation de cette boucle-là sur le chromosome normal. Voilà. Bien, donc là, pour cette aberration structurale, c'est-à-dire la délétion, on va traiter un cas, un exemple concret concernant la délétion. Donc cet exemple, il concerne la drosophile. Chez la drosophile, il y a un caractère, une déficience qu'on appelle la déficience Notch. La déficience Notch, elle se manifeste par des encoches au niveau des ailes de la drosophile. Donc, on parle d'aile Notch, c'est la drosophile, qui est due à une mutation. En fin de compte, c'est une délétion au niveau du chromosome sexuel X chez la drosophile, et qui conduit à la production des encoches à l'extrémité des ailes. Donc, une drosophile qui ne présente pas cette délétion dans son chromosome sexuel X, elle présente des ailes qui sont normales. Donc, retenez bien que cette déficience ou bien cette délétion, elle a eu lieu sur le chromosome X, sur le chromosome sexuel X. Vous savez que chez la drosophile comme chez l'homme, donc pour mettre en évidence cette déficience, cette délétion Notch, on a fait un croisement, on a procédé à un croisement mâle et mâle. Bon, ici, comme vous le voyez, c'est-à-dire on s'est intéressé à deux caractères, L notch et yeux rouges. Donc, pourquoi on a associé ces deux caractères? Parce que, tout simplement, qu'est-ce qu'on avait remarqué? On avait remarqué que cette délétion qui donne des ailes notch, elle est située au niveau du locus qui contrôle la couleur des yeux chez la drosophile. Donc, vous savez que la couleur des yeux, rouge ou bien la couleur blanche, c'est un caractère qui est lié au sexe chez la drosophile. C'est un allèle qui est situé sur le chromosome X. Donc, à cette même place où est situé l'allèle qui contrôle le caractère de la couleur des yeux chez la drosophile, il y a ce phénomène de délétion.
Donc, lorsqu'il existe, ça va vous donner des ailes notch. Et bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de délétion sur ce locus-là, donc vous obtenez des ailes normales, c'est-à-dire des ailes non notch. Donc, comment on a mis en évidence ça? C'est en croisant, si vous voulez, comment on a mis en évidence ce phénomène de délétion. Cette délétion, cette déficience notch, ce qu'on appelle déficience notch. On a fait un croisement, donc on a réalisé un croisement de femelles à ailes notch et à yeux rouges, avec des mâles à ailes non notch et à yeux blancs. Donc ce croisement a donné une descendance. La proportion F1 de cette descendance, elle est composée de 1/3 de femelles non notch et à yeux rouges, 1/3 de femelles notch à yeux blancs et 1/3 des mâles non notch à yeux rouges. Donc, lorsque je dis à elle non notch, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de délétion dans le chromosome X. Lorsque je dis que les ailes sont notch, c'est-à-dire que la délétion, elle est présente. Voilà. Donc, comme vous le remarquez ici, les proportions obtenues ne correspondent pas aux prévisions de l'hérédité. Parce que si vous voulez, pourquoi? Parce que on obtient ici 50% des femelles qui ont des ailes non notch, on obtient 50% des femelles qui ont des yeux blancs et ont des ailes non notch, et 100% des mâles ont des ailes non notch. Ce sont des proportions ici, 100%. Or, ces proportions-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne correspondent pas aux prévisions de l'hérédité. Vous avez seulement un mâle pour 2 femelles. Donc, pour expliquer ce phénomène-là, donc on a essayé, si vous voulez, de faire le croisement, bien sûr, d'illustrer ce qui s'est passé pour obtenir ces proportions. Donc, vous avez les parents, donc comme on a dit tout à l'heure, donc ici, comme vous le voyez, on représente les chromosomes sexuels, parce que c'est sur le chromosome sexuel que ces phénomènes-là existent. Donc ici, vous avez une femelle XX, et ici, vous avez un mâle XY. D'accord? De drosophile, bien sûr. Femelle et mâle de drosophile, bien sûr, comme je l'ai dit au début. Bien, donc ici, vous trouvez le locus où est situé l'allèle qui code pour le caractère, la couleur des yeux de la drosophile. Donc ici, plus, c'est-à-dire c'est des yeux rouges. D'accord? Et W, c'est l'allèle qui code pour, bien sûr, des yeux blancs. Donc ici, on a des femelles à yeux rouges, et puisqu'ils présentent la délétion, donc ils sont à ailes notch. Et ici, croisés avec des mâles qui ont des yeux blancs, puisqu'ils présentent le caractère récessif de la couleur des yeux, et bien sûr, et qui sont à ailes normales, non notch. Donc ce sont des mâles qui ne présentent pas, sur le chromosome X, ils ne présentent pas cette délétion. Donc là, des femelles à ailes notch à yeux rouges, donc je reviens ici pour voir le croisement, des femelles à ailes notch et à yeux rouges, ils présentent la délétion, ils présentent l'allèle W+, bien l'allèle sauvage, et ici à ailes non notch, ils ne présentent pas la délétion, les mâles, et ils sont à yeux blancs, donc c'est-à-dire qu'ils présentent l'allèle W, donc, qui correspond bien sûr, ou bien qui donne la couleur blanche des yeux de la drosophile white. Bien, donc après bien sûr la formation des gamètes, donc vous savez ici la femelle elle va donner 2 types de gamètes, un premier gamète avec un chromosome, c'est-à-dire où il y a le W+, donc c'est-à-dire l'allèle sauvage, et un allèle où il y a la délétion, un gamète où l'allèle a une délétion. Le mâle, il va donner 2 types de gamètes, un gamète avec l'allèle muté, W, et un allèle avec le chromosome sexuel Y. Voilà. L'union de ces gamètes va vous donner cette descendance-là que vous voyez ici. Donc ici, on a des femelles, et là, on a des mâles. D'accord? Les femelles ici, ils sont à yeux rouges, puisque le rouge, il domine le blanc. Ils ont un yeux rouge et ils sont non notch. Donc, ils ont des ailes qui sont normales. Ici,
les femelles, ils ont des yeux blancs, parce qu'il y a le caractère récessif ici qui s'exprime, parce qu'il n'y a pas le caractère sauvage en face. Donc, ils ont des yeux blancs et ils sont notch, donc ils présentent la délétion et par conséquent, ils vont présenter les encoches au niveau des ailes. Et là, vous avez des mâles ici qui sont à yeux rouges, bien sûr, et qui sont à ailes normales puisqu'ils ne présentent pas de délétion. Et vous avez ce type de mâle ici qui, bien sûr, présente la délétion, mais ne présente pas, bien sûr, le gène qui va coder pour la couleur des yeux. Donc, si je prends, bien sûr, cette descendance, ce que j'ai dans le tableau ici, là, correspond aux 3 phénotypes que j'ai là. Donc, le premier là, donc les femelles à yeux rouges et à ailes notch, un tiers des femelles à yeux blancs et à ailes notch, et un tiers des mâles à yeux rouges et à ailes non notch. Donc, c'est-à-dire que j'obtiens, parmi les femelles, 50% ils sont de ce génotype, 50% de ce génotype, et tous les mâles, 100% des mâles, ils ont des yeux rouges et des ailes non notch. 100% des mâles ont des ailes non notch et ils ont des yeux rouges. Donc, comment expliquer, si vous voulez, ces résultats? Tout simplement, c'est-à-dire que ce génotype-là, il est inviable, c'est-à-dire qu'il ne vit pas. Donc, c'est pour cela que vous trouvez dans la descendance que 3 phénotypes. Bien sûr, 3 génotypes correspondant à 3 phénotypes. Ce phénotype-là, pour des femelles, ce phénotype-là, et bien sûr, ce phénotype, enfin, un génotype correspondant au phénotype, bien sûr, yeux rouges, ailes non notch, ce génotype-là correspondant au phénotype yeux blancs, ailes notch, et ce génotype-là correspondant au phénotype yeux rouges et ailes non notch. Donc, vous voyez que la conclusion qu'on a tirée de cette expérience, c'est que il existe, bien sûr, c'est pour cela que vous ne trouvez pas les prévisions de l'hérédité, parce que dans les prévisions d'hérédité, vous avez autant de mâles que de femelles, normalement dans la descendance. Mais là, donc voilà, donc un cas concret, si vous voulez, qui correspond à la délétion. Donc, le caractère en conclusion concernant cette partie, c'est que le caractère notch est dû non pas à un gène mutant, donc ça c'est très important, mais à l'absence d'un petit segment du chromosome X, celui où est localisé le gène W. Donc, c'est une déficience, c'est une délétion. Pour les femelles à ailes notch et yeux blancs, on a expression de l'allèle récessif, W, qui semble devenir soudainement dominant. En réalité, dans l'homologue qui l'accompagne, il n'y a rien quant au locus W. La délétion est dominante pour son effet morphologique, mais récessive quant à son effet sur la viabilité. Elle est létale à l'état hémizygote chez les mâles. Donc la délétion, je répète ça, la délétion elle est dominante pour son effet morphologique. Donc qu'est-ce qu'on veut dire là? C'est que lorsque vous avez une délétion, elle est dominante pour son effet morphologique, c'est-à-dire la délétion que vous trouvez ici, elle impose son caractère. C'est pour cela que ces femelles-là, ils ont des ailes, ils ont des ailes notch, donc des ailes avec des encoches. D'accord? Ensuite, on vous dit mais récessive quant à son effet sur la viabilité, donc c'est-à-dire que vu qu'il n'y a qu'un seul chromosome qui présente la délétion, donc son effet sur la viabilité, il est récessif ici. Et son effet, elle est létale, donc cette délétion, elle est létale à l'état hémizygote chez les mâles. Donc c'est-à-dire que chez les mâles, vous avez, elle est létale, c'est-à-dire elle conduit à la mort, bien sûr, de ces individus lorsqu'elle est à l'état hémizygote. Donc, elle existe sur le chromosome X. Donc, une fois elle existe, puisqu'il n'y a pas de correspondant de cette région-là sur le chromosome Y. D'accord? Donc,
et donc elle a un effet létal à l'état hémizygote, chez les mâles bien sûr. La deuxième aberration de structure qu'on peut rencontrer bien sûr dans les chromosomes, c'est la duplication. La duplication, c'est un phénomène qui produit un doublement de segments d'un chromosome. Donc vous avez un doublement de segments. La duplication, elle peut être intrachromosomique ou bien interchromosomique. Elle peut se faire à l'intérieur du même chromosome, comme elle peut se faire entre différents chromosomes. Donc, il y a ce qu'on appelle la duplication contiguë et la duplication non contiguë, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une duplication intrachromosomique. Donc, c'est-à-dire que les séquences dupliquées, ils sont collées, on parle de duplication contiguë, ou bien ils sont dispersés sur le chromosome, et on parle de duplication non contiguë. Il y a dans la duplication interchromosomique, vous avez des fragments supplémentaires incorporés dans un autre chromosome. Voilà. Donc, le cas le plus concret qu'on va étudier concernant cette duplication, c'est toujours chez la drosophile, et on va s'intéresser à un gène qu'on appelle le gène BAR. Le gène BAR, en fin de compte, c'est une duplication d'une séquence d'ADN. D'accord? Donc, B n'est pas un véritable gène, mais c'est une duplication de type contigu. C'est un gène lié au chromosome sexuel X et il est à dominance complète. Donc là, vous avez le chromosome sexuel X. Là, c'est le chromosome sexuel X, une image, c'est-à-dire lorsque vous faites, si vous voulez, le karyotype des chromosomes, donc vous obtenez bien sûr ce genre de schéma. Donc là, c'est le chromosome sexuel X chez la drosophile. Et comme vous le voyez, c'est le chromosome sexuel, je dis bien sexuel, X. Donc, dans ce chromosome sexuel X, vous avez les sections et les sous-sections. Vous vous rappelez, on a parlé des bandes, des sous-bandes et tout ça. Donc, on a des sections et des sous-sections. Donc, qu'est-ce qui se passe donc, lorsqu'on parle de cette duplication BAR? Donc, cette sous-section 16A que vous voyez ici, elle est dupliquée, c'est-à-dire elle se trouve en deux exemplaires contigus. Donc, c'est une duplication contigüe. La première, elle est là, et la seconde, elle est là. Donc, c'est une duplication de la sous-section 16A. Donc, cette duplication, elle est de type contigu, et quand elle existe, donc l'individu, on dit que l'individu, c'est un individu de phénotype BAR. La sous-section 16A du chromosome X est représentée deux fois et non une seule. Donc, il est de phénotype BAR. Donc, cette duplication de type contigu du gène de la sous-section 16A, qu'on appelle le gène BAR, elle se manifeste phénotypiquement par des yeux plus étroits chez la drosophile. Donc, le gène BAR, lorsque vous avez cette duplication, vous avez l'œil de la drosophile qui devient plus étroit. C'est pour cela qu'on parle de BAR. Bien. Donc, les femelles BAR homozygotes, c'est-à-dire qui présentent la duplication sur les deux chromosomes sexuels X, produisent des individus BAR reversed, c'est-à-dire des individus normaux, à œil normal, avec une seule représentation de la sous-section 16A. Et les individus double BAR ou ultra BAR, ils ont un œil encore plus étroit que les individus BAR, avec une triple représentation de la sous-section 16A. Donc, je vais vous expliquer comment on obtient ces individus-là BAR reverted et triple BAR. Donc, vous savez que tout se passe dans la méiose, c'est-à-dire lors de la formation des gamètes. Vous avez une femelle qui est BAR homozygote, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle présente le dédoublement de la sous-section 16A sur ces deux chromosomes sexuels. D'accord? Donc ça, c'est le chromosome sexuel X, l'autre chromosome, l'homologue X. Donc, elle est BAR homozygote. Bien.
Donc, lors de la méiose, il peut y avoir des recombinaisons génétiques, bien sûr, entre les deux chromosomes sexuels X, et notamment entre ces régions-là qui présentent la duplication la sous-section César, d'accord, du gène PAR. Donc là, puisque ces séquences ils sont identiques, ben, l'appariement il peut se faire entre cette séquence-là et celle-là, au lieu qu'elle ait lieu avec celle-là. Donc, et là, l'appariement se fait et vous pouvez avoir une recombinaison génétique entre ces séquences-là. Donc, s'il y a recombinaison génétique là, qu'est-ce que ça veut dire? Après méiose, qu'est-ce qu'on aura? On aura un gamète avec le chromosome sexuel X qui présente bien sûr cette partie-là, et on descend ici pour compléter comme ça. D'accord? Donc, il aura 3 représentations de la sous-section César. D'accord? Et on aura un deuxième gamète contenant le chromosome X avec une seule représentation de la sous-section César. Donc, ça, ça sera à l'origine d'un individu normal, puisqu'il présente une seule sous-section, d'accord, de la, de la, du gène PAR, et ça, il sera à l'origine d'un double bar, parce que, comme vous le voyez ici, le nombre de sous-sections, il a augmenté, donc c'est-à-dire qu'on va obtenir des yeux encore plus étroits que, les individus bar. Donc, bar reversed, c'est-à-dire qu'on revient à l'état normal, bar reversed, je reviens à l'état normal, j'obtiens des drosophiles qui ont un nombre des yeux normaux, et là, bien sûr, des individus qui vont présenter, bien sûr, qui sont appelés ultra-bars, des individus double bar ou bien ultra-bars, qui ont des yeux encore plus étroits que les bars, avec la triple représentation de la sous-section César. Donc, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Le troisième type d'aberration de structure que vous pouvez rencontrer, c'est la translocation. La translocation est un phénomène qui résulte d'un changement de position d'un segment chromosomique et donc de la séquence du gène qu'il contient. Donc, si vous voulez, dans la translocation, vous avez un transfert d'une séquence d'un lieu à un autre lieu. Donc, on parle de translocation. Donc, ces phénomènes-là, on va les voir pendant les séances de travaux pratiques. Hein. On va vous parler de cas concrets, bien sûr. Donc, la translocation, il y a plusieurs types de translocation. La translocation simple, c'est le transfert d'une partie terminale d'un chromosome à l'une des extrémités d'un autre chromosome. Le shift, c'est le transfert d'un segment interstitiel d'un chromosome interstitiel, c'est-à-dire dans le chromosome, à l'intérieur du chromosome, c'est pas terminal. D'un chromosome à un autre lieu, dans le même chromosome ou dans un autre chromosome. Et vous avez la translocation réciproque, c'est l'échange de segments terminaux entre deux chromosomes non homologues, c'est-à-dire ils échangent leurs segments. Bien, donc là, pour vous expliquer un peu les origines de la translocation, vous avez ici, bien sûr, deux chromosomes. Ces chromosomes-là, ils ne sont pas homologues, ce sont deux chromosomes différents. Donc là, vous avez le phénomène de translocation, c'est cette partie-là de ce chromosome qui va se placer ici, et cette partie-là en bleu qui va se placer là. Donc il y a échange, c'est la translocation réciproque, il y a échange de segments terminaux entre les deux chromosomes. D'accord? Donc après échange, qu'est-ce qu'on va obtenir après ce phénomène de translocation? Donc on va obtenir une cellule, bien sûr, avec, donc ça c'est, bien sûr, ce sont des schémas théoriques pour vous expliquer la réalité, si vous voulez. Donc là, vous avez, bien sûr, vous obtenez ce chromosome-là. C'est un chromosome dicentrique, donc il présente bien sûr deux centromères.
et un autre chromosome qui est acentrique. D'accord? Et lorsque vous avez un phénomène comme ça, donc, c'est-à-dire que la mitose ne sera pas stable, parce que vous savez que la mitose, elle se passe, et le pilier, si vous voulez, la pièce maîtresse de la réalisation d'une mitose, c'est que vos chromosomes ils présentent un centromère. C'est au niveau du centromère que vous avez les chromatides du même chromosome qui vont se séparer. Donc là, la mitose n'est pas stable puisque vous vous trouvez avec euh, des, euh, des chromosomes acentriques. Voilà. Donc ici, c'est le deuxième cas obtenu. Donc là, vous avez bien sûr les deux chromosomes avec échange. Là, vous voyez, avec échange des parties, de ces deux parties-là. Et là, quand vous le voyez, toutes les parties des chromosomes ils sont représentées et c'est une translocation stable, bien sûr, translocation réciproque stable. C'est une translocation réciproque stable. Voilà. Et vous avez bien sûr un autre type de translocation qu'on appelle la translocation robertsonienne. Donc, c'est une anomalie de structure caractérisée par la fusion de deux chromosomes acrocentriques. Donc, comme ça, vous aurez bien sûr ce type de translocation. Voilà. Donc, on va parler de ça après. Donc là, je reviens à la translocation réciproque. Donc, comme vous le voyez ici, il y a échange entre le chromosome 3 et 21. Donc, on obtient d'air dérivé du chromosome 3. C'est le chromosome 3 avec une partie du chromosome 21. Et d'air 21, c'est le chromosome 21 avec le reste du chromosome 3. Donc là, la translocation réciproque entre le chromosome 3 et le chromosome 21. Là, pour voir comment le devenir, si vous voulez, d'une cellule qui présente bien sûr cette translocation. Donc, supposez ici, vous avez deux chromosomes, deux paires de chromosomes homologues. Vous avez le chromosome en noir ici, le chromosome avec son homologue, et vous avez les chromosomes en bleu. Donc, il y a eu une translocation réciproque entre ces deux chromosomes. Donc, lors de la méiose, lors de la formation des gamètes, donc vous savez que la méiose, c'est une réduction chromatique, et donc à partir de cette cellule à 4 chromosomes, je vais obtenir 4 cellules à 2 chromosomes chacun. Donc les différents cas possibles, donc soit que ce chromosome-là, il va avec celui-là, d'accord, l'entièrement noir avec l'entièrement bleu, ici, ou bien ce chromosome-là qui va partir avec celui-là, c'est-à-dire, bon, si celui-là il part, si le noir il part avec le bleu, pas automatiquement ce qui reste, c'est que les transloqués, ils sont ensemble. Ou bien le chromosome noir ici va partir avec le bleu transloqué. Voilà. Donc ce qui reste automatiquement, c'est le noir transloqué avec le bleu entier. Voilà. Donc ce sont les cas possibles. Donc, lorsque ces gamètes-là s'unissent avec un gamète normal, donc le gamète normal de l'autre sexe, bien sûr, il sera, si on dit normal, donc c'est-à-dire qu'il y aura un chromosome noir et un chromosome bleu, pas de translocation. L'union entre ces gamètes va donner ces types de zygotes, si vous voulez. Il y a un zygote qui présente les chromosomes normaux, c'est un zygote normal, un zygote qui présente les chromosomes normaux et les chromosomes transloqués. Donc, on parle d'un zygote qui est balancé. Donc, c'est-à-dire, lorsque je dis balancé, équilibré, c'est-à-dire toutes les régions des deux chromosomes, ils sont représentés. On n'a rien perdu. Et on peut obtenir aussi d'autres types de zygotes qui ne sont pas balancés. Donc, c'est ce type-là de zygote-là. Qu'est-ce qu'il présente? Il présente une trisomie de cette région-là, comme vous le voyez, elle est représentée, cette région-là du chromosome noir, elle est représentée 3 fois.
Donc, c'est une trisomie partielle du chromosome noir. Et cette partie-là, cette partie du chromosome bleu, la partie terminale ici, elle est représentée une seule fois. Vous ne trouvez pas son homologue ici. Donc, c'est une monosomie partielle. Et la même chose ici, vous allez obtenir une monosomie partielle et une trisomie. Une monosomie partielle pour cette partie-là, du chromosome noir, et une trisomie pour cette partie-là, qui se trouve en 3 exemplaires du chromosome bleu. Donc, cette partie terminale, 1, 2 et 3. Donc, vous vous trouvez dans le cas de zygote avec des trisomies partielles ou bien des monosomies partielles. Par contre, ici, le zygote, il est normal. Là, il est balancé. Donc, c'est-à-dire, on peut dire qu'il est normal parce que toutes les parties ils sont représentées et ils sont représentés en un nombre de fois identique. Et voilà. Donc là, le deuxième cas, c'est la translocation robertsonienne. Donc là, j'ai dit tout à l'heure, l'échange, il est réciproque entre deux chromosomes. Donc c'est l'échange, si vous voulez, c'est pas un échange, c'est une anomalie, bien sûr, qui se caractérise par la fusion de deux chromosomes acrocentriques. Donc, prenons les chromosomes acrocentriques, ce sont des chromosomes, vous allez voir ça dans les travaux pratiques, ce sont des chromosomes qui présentent un tout petit bras. Le bras court, il est vraiment court, il est proche du centromère, comme vous le voyez ici pour le chromosome 14 et le chromosome 21. Donc, dans ce cas, lorsqu'il y a ce type de translocation entre chromosomes acrocentriques, on parle de translocation robertsonienne. Il y a une fusion des chromosomes acrocentriques. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez une fusion des deux chromosomes acrocentriques. Donc, lorsqu'il s'agit d'une translocation robertsonienne, les gamètes possibles que peut donner ce type de translocation, voilà. Donc, soit vous avez les chromosomes normaux, sans translocation bien sûr, le 14 il va avec le 21, et ils sont là, et par conséquent, les chromosomes transloqués ils se trouvent dans un autre gamète. Ou bien sûr, le 14 il va avec le 14 transloqué, le 14 transloqué, et dans l'autre type de cellule, donc vous allez trouver le 21 tout seul. Ou bien sûr, le troisième cas, c'est que le 14, il est tout seul, et le 14 transloqué, et avec le 21 dans le même gamète, dans la même cellule. Voilà. Donc, lorsqu'il y a union entre ces types de gamètes-là, et un gamète normal, dont le gamète normal, il contient normalement le chromosome 14 et le chromosome 21. C'est ça un gamète normal. Donc, l'union du gamète normal avec ce gamète-là, il va donner un zygote normal. Voilà. Donc, ils ont le même matériel génétique et ils donnent un zygote normal. L'union de ce gamète-là avec un gamète normal, il va vous donner un gamète qui est balancé. Donc, c'est-à-dire que vous trouvez la totalité du chromosome 14, et ici, vous trouvez la totalité du chromosome 21. Et ici, vous avez presque la totalité du chromosome 14 et le chromosome 21. Parce que, si vous voulez, dans ce type de chromosome, vous n'avez pas la partie qui manque, la partie manquante, si vous voulez, ici, la partie manquante, ce sont les parties terminales, les petites séquences d'ADN, ou bien les petites séquences de chromosomes, les petites là, qui manquent. Donc, on va dire que c'est balancé. Généralement, ces séquences-là, ils ne servent pas à grand-chose, si vous voulez, et ils ne sont pas nécessaires pour la viabilité du zygote. C'est-à-dire, ce zygote-là, il peut se développer d'une manière normale. Donc, dans les autres cas, l'union d'un gamète normal avec ce gamète-là, il va vous donner un zygote qui présente une trisomie du chromosome 14. L'union de gamète normal avec ce gamète-là, il va vous donner une monosomie
du chromosome 14. Donc, c'est-à-dire que vous avez un seul chromosome 14. Vous n'avez pas deux. Ici, vous aurez une monosomie du chromosome 21. Il y a un seul chromosome 21. Et ici, vous aurez une trisomie du chromosome 21. Voyez? Donc, comme vous le voyez ici, suite à une translocation robertsonienne, vous pouvez obtenir plusieurs types de zygotes possibles, des zygotes normaux, des zygotes équilibrés, des zygotes avec une trisomie du chromosome 14 et des zygotes avec une trisomie ou bien monosomie du chromosome 21. Donc, je reviens à ce phénomène de trisomie 21. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé, lorsqu'on a parlé d'aneuploïdie, je vous ai parlé du cas de la trisomie 21 qui cause le syndrome de Down ou bien le mongolisme et qui est dû à une représentation du chromosome, une triple représentation du chromosome 21. Et c'était dû dans ce cas-là à une anomalie de nombre parce qu'il y avait une non-disjonction du chromosome 21 lors de la méiose. C'était lié à l'anomalie de nombre. Donc là, pour vous dire que la trisomie 21 ne peut pas toujours être liée à cette non-disjonction du chromosome 21 lors de l'ovogenèse, mais elle peut être due à une translocation réciproque. Donc, comme vous le voyez ici, on peut obtenir des zygotes trisomiques pour le chromosome 21 suite à une translocation robertsonienne. Voilà. Donc là, vous avez l'effet d'une translocation réciproque sur l'évolution de la méiose. La translocation réciproque, elle est entre le chromosome 6 et le chromosome 7. Donc, ce qu'on obtient comme résultat, c'est qu'on obtient de ces 6 types de gamètes, 2 seulement sont balancés, ce sont les gamètes 1 et 2. Les 4 autres contiennent des duplications qu'on représente par plus, ou bien des déficiences qu'on représente par moins. Elles sont donc non balancées. Donc, une fois que vous avez des duplications ou bien des déficiences de chromosomes, donc vous avez des gamètes qui ne sont pas balancés. Les gamètes balancés sont ceux qui contiennent les chromosomes 6 et 7. Dans ces gamètes, toutes les régions des deux types de chromosomes sont représentées et ne sont représentées qu'une seule fois. Le gamète 1 contient les deux chromosomes normaux et le gamète 2, il contient les chromosomes transloqués. Donc, ça correspond bien sûr à ce schéma-là. Vous avez 1 et 2 ici. Donc, les autres gamètes 3, 4, 5, 6 dont j'ai parlé donc, tout à l'heure, donc ils sont là. Voilà. Les animaux, les gamètes non balancés ne sont pas éliminés, mais les zygotes non balancés sont éliminés. Et chez les plantes, les gamétophytes avec duplication et ou des déficiences ne sont généralement pas viables. La dernière anomalie de structure qu'on va voir, ça concerne les inversions. Donc, inversion, donc, c'est-à-dire un fragment de chromosome, il est retourné. Hein. C'est une anomalie qui ne s'accompagne pas de perte de matériel génétique. Le matériel génétique, il va rester, donc, mais il est inversé. L'inversion à l'état homozygote, donc c'est-à-dire lorsque l'inversion se présente sur le chromosome et son homologue, c'est pour ça qu'on parle d'inversion à l'état homozygote, ne présente pas d'anomalie spéciale. Et la méiose s'y déroule normalement. Les méioses chez un organisme hétérozygote pour l'inversion, ils sont perturbés. Donc lorsque l'inversion concerne les deux chromosomes homologues, pas de problème, tout se passe, la méiose se déroule normalement. Mais lorsque vous avez une inversion sur un brin, sur un des deux chromosomes homologues, donc là, la méiose, elle est perturbée. Il y a deux types d'inversions, les inversions paracentriques et les inversions péricentriques. Donc, paracentrique, elle se fait d'un côté ou bien d'un autre du centromère, comme vous le voyez ici. Le centromère, il n'est pas inclus dans l'inversion. Et dans l'inversion péricentrique, vous avez le centromère, bien sûr. L'inversion, il se fait de part et d'autre du centromère. Donc, ce sont les deux types d'inversions qui existent. Donc là, on va voir l'effet d'une inversion paracentrique
chez un hétérozygote sur l'évolution de la méiose. On a dit que la méiose elle est perturbée dans ce cas-là, mais on va voir comment ça se passe. Donc, l'accouplement des parties homologues des chromosomes au stade synopsis conduit à la formation de boucles. Vous savez là les différentes étapes, si vous voulez, de la méiose. Un chiasma entre chromatides homologues à l'intérieur de la boucle conduit à l'apparition de chromosomes acentriques et